Bonsoir à toutes et à tous. Il est plutôt du genre franc du collier. Noël Mamère a déjà dit ce qu'il pensait à ses amis écolos. Il a même claqué la porte d'Europe Écologie Les Verts, un parti selon lui gangréné par la guerre des clans. Et il faut croire qu'il avait vu juste. Car les écolos vont avoir du mal à éviter la scission. Après la défaite au départemental, la gauche traverse un moment de vérité. Comment rassembler sans changer de ligne économique? Claude Veil demandera à Noël Mamère si les Verts ne sont pas les nouveaux réactionnaires. Ce sera le face-à-face. Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est Politique. C'est parti. Après la défaite de la gauche au départemental, c'est l'heure des grandes manœuvres chez les Verts. Les potes, c'est moi qui suis en retard. L'occasion pour Noël Mamère de retrouver ses amis au sein du groupe. C'est super. Ça va les gauchistes? Ah oui, c'est sur merde les gauchistes. Viens t'asseoir à côté de moi. Du coup, oui, parce que déclaration. Vous êtes bien retrouvés tous les deux en fait. Oui, très bien. On s'est jamais vraiment perdu. Voilà, on s'est jamais. Après, moi je sais qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est pas important. On a eu des débats politiques et des désaccords. Après, j'ai pu trouver que de temps en temps, Noël, il a le sens de la formule. Donc il dit un mot, c'est un génie pour ça, Noël, et le truc il vous colle comme un sparadrap. Donc, mais en même temps, je connais sa sincérité, je crois qu'il connaît la mienne, c'est-à-dire de vouloir faire avancer l'économie, parce que c'est ça l'essentiel. Et ce jour-là, pour mettre en garde les écolos tentés par les avances du président, Mamère a puisé sa formule dans le répertoire culinaire. Vous savez qu'ils ont affaire à un grand chef de cuisine qui s'appelle François Hollande, qui est un spécialiste. Il fout les écrevisses et les crevettes. Il met les crevettes sur la poêle, et puis il fait comme ça, là, pendant 8 jours, 10 jours, 15 jours, pouf, il bouge de temps en temps, mais les crevettes, elles restent toujours. Et au bout du compte, c'est lui qui choisit, il les bouffe. C'est exactement ce qui va leur arriver. Des crevettes et des écrevisses qui ne nagent plus vraiment dans la même direction. Et l'ambiance est bonne dans le groupe en ce moment? Alors, pour être honnête, c'est pas génial. Ça pourrait être mieux, franchement. En réunion avec les Verts, ou comme ici, président de la commission d'enquête parlementaire créée au lendemain du drame de Sivins, une chose est sûre, le député de Gironde n'est pas du genre à se taire. Je vais pas continuer de présider comme ça, dans ces conditions. J'ai pas non plus l'habitude de me faire rouler dans la farine. Parce que là, ça commence à bien faire, monsieur. Je vous ai pas encore donné la parole. Merci. C'est chaud, ça. C'est la première fois que c'est chaud comme ça? Des attaques contre moi, c'est vrai. Oui, c'est la première fois que c'est chaud comme ça. Ouais. Vous vivez ça mal? Non, je vis... Il faut accepter, il faut affronter les conflits et les gérer. Voilà, je prends des baffes et j'en donne aussi. Donc voilà, c'est chacun son tour, comme un confesse. Noël Mamère, ancien candidat à la présidentielle et électron libre, qui en 2013 décidait de rendre sa carte du parti. C'est vrai que notre parti s'est rétréci, malheureusement, et il a perdu des adhérents. Et il ressemble en plus petit, en modèle réduit, à ce qu'est le Parti socialiste, c'est-à-dire un syndicat d'élus et de salariés d'élus. Et il ne produit plus beaucoup d'idées, il n'en produit même pas. Donc c'est ça qui me désolait, ainsi qu'un certain nombre de méthodes avec lesquelles j'étais pas d'accord. Donc comme je suis un peu sanguin, j'ai claqué la porte. Tel Cyrano, autre Gascon, le maire de Bègles se veut sans compromission, toujours prêt à aller au combat, pourvu qu'il y ait du panache. Voilà, et ça c'est l'élection en 89. La violence de la campagne et ce qui s'est passé après m'a appris à gérer les conflits. J'ai souvent l'habitude de dire que depuis que je suis maire de Bègles, en politique, il n'y a plus que le froid qui peut me saisir. Ici, on est sur le plancher des vaches. Ici, on est à distance de baffe. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous soustraire quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous êtes sur votre vélo, dites monsieur le maire. Voilà, et c'est là que ça se passe, la démocratie. Et à chaque nouvel épisode de son parcours, sa photo sur le mur. C'est marrant parce que quand je reçois des gens ici, ils n'osent pas regarder parce qu'ils se disent ce type est totalement mégalo. Il affiche sa photo et ses photos sur le mur, c'est un malade. Donc ils n'osent pas regarder. Et ça me fait marrer. Bon, on y va les gars là. Oh. Trublion, par vocation. Allez les gars, c'est parti.
Bonsoir Noël Mamère. Bonsoir. Un portrait signé Stéphanie Gillon, Joël Lefebvre et Patrice Morel. On vous voit dans votre élément, à la mairie de Bègles, à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous dire qu'au fond, la politique, c'est plus le meilleur moyen de changer le monde? Oui, bien sûr que ça m'arrive. Et d'ailleurs, quand je regarde ce qui se passe autour de moi, toutes les initiatives qui sont prises un peu partout en France, notamment du point de vue de l'écologie, je me dis que c'est peut-être là que ça se passe et que nous avons une sorte de déconnexion avec les Français, avec ceux qui essaient de changer le monde là où ils sont. Mais en même temps, je ne sais pas si la somme de ces petites révolutions qui fleurissent un peu partout, ça peut changer le monde. Donc tout vous êtes seul. dans quel moment, Parce que là je crois que la politique, c'est aussi le relais de tout ça. C'est ce que nous devons être. Et il faut arrêter d'expliquer que la politique, ça sert à rien, que la politique, c'est tous des pourris. La politique, c'est l'outil indispensable pour faire changer les choses. C'est peut-être pas la politique, mais les politiques. Je voudrais vous soumettre une phrase. Elle est signée Arnaud Montebourg. Il a donné un entretien cette semaine qui semblait en tout cas assez honnête. Il parlait donc de ses 17 ans de vie politique et il dit « La classe politique est devenue une bourgeoisie d'État, haut fonctionnalisée, coupée du peuple. Elle est devenue dangereuse pour notre pays. » Est-ce que vous iriez jusque-là ? Oui, sans doute. Et je pense qu'Arnaud Montebourg a raison, mais il faudrait qu'il nous explique les causes de cet embourgeoisement. Les causes de cet embourgeoisement, c'est que, en fait, le personnel politique français n'est pas le reflet de la diversité sociale. D'abord parce qu'il n'y a pas un statut de l'élu qui permet à des artisans, à des petits commerçants de pouvoir accéder aux fonctions publiques. Ça changerait les choses, ça ? Bien sûr que ça changerait les choses. Bien sûr que s'il y avait une dose de proportionnelle notoire dans le système électoral, on pourrait avoir un panel beaucoup plus large des représentants politiques. Bien sûr que si on faisait beaucoup plus d'efforts pour la parité, on vient d'en faire pour les conseils départementaux, vous avez quand même vu, on s'est arrêté au milieu du gué. Il y a la parité, c'est-à-dire beaucoup de femmes qui entrent dans les conseils départementaux, mais il n'y a que 6 femmes qui sont aujourd'hui présidentes de conseils départementaux. Elle n'est pas plus grave que ça, la crise. Elle porte, là vous répondez, institution, réforme institutionnelle. Je continue mon explication. La crise, elle est profonde parce que le recrutement du personnel politique, il se fait dans les mêmes milieux sociaux. C'est la théorie de la reproduction de Bourdieu qui s'applique aussi aux hommes et aux femmes politiques. Une élite qui reproduit une élite. Bien sûr, et qui est plus à distance de baffe, comme vous dites dans ce reportage. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ce petit monde, cette élite ne rend plus de compte directement. Oui, c'est ce qu'analysait un sociologue américain au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il appelait ça les élites du pouvoir. C'est-à-dire les élites parlent aux élites, et petit à petit, elles se coupent de la réalité. Elles finissent par vivre dans un entre-soi, ce qui est une forme de hors-sol politique, alors même qu'il y a beaucoup d'attentes qui sont formulées par les Français, qui ne sont pas forcément celles que l'on montre du doigt aujourd'hui. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de côté inéluctable à ce que l'extrême droite gagne et gagne. Mais c'est curieux parce que vous les voyez, les Français. Oui. Vous êtes à portée de gifle, comme vous le disiez encore une fois tout à l'heure. François Hollande aussi va sur le terrain, Manuel Valls se déplace, les ministres, les élus, les députés. Vous les entendez, vous les voyez, vous les écoutez. Et pourquoi on a toujours cette absence, au fond, là, en ce moment, de dialogue entre les Français et leur élite politique? Cette forme d'autisme politique, parce que c'est de cela dont vous parlez, c'est lié à l'absence de relais sur place. Et ce qui vient de se passer, par exemple, avec les défaites successives du Parti socialiste, qui était un syndicat d'élus, de salariés d'élus, avec la défaite des municipales, ajouter à cela la défaite des élections départementales, c'est tous ces relais sur le terrain, tous ces corps intermédiaires, tous ces réseaux qui sont en train de disparaître. Et vous ne pouvez pas mener de politique nationale si vous ne vous appuyez pas sur ces réseaux, c'est-à-dire sur ceux qui vous font remonter la demande de la société. Et ça, vous verrez, on a un reportage sur, au fond, ce que veut dire une défaite concrètement sur le terrain pour les socialistes, et ça se passe en ce moment. Mais revenons à notre discussion. Il y a la question des résultats aussi, qui est attendue de la part des Français. Vous dites très bien, on vote à un moment donné, où sont les résultats? Et puis il y a la question des promesses. Par exemple, votre cas particulier, vous aviez dit, je cumulerai pas. Vous avez dit, je serai élu à la mairie, et puis je lâcherai l'un des 2 mandats de député ou de maire. Pourquoi vous n'avez pas tenu cette promesse? Vous voyez, c'est le genre de choses... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ça, c'est une promesse que j'avais lancée, parce que j'étais convaincu que je pourrais quitter l'Assemblée nationale. C'était mon objectif avant la fin 2014. Mais quand j'ai assisté à ce qui s'est passé aux élections municipales, c'est-à-dire cette déculottée monstre, je me suis dit que abandonner l'Assemblée nationale, vous allez me dire, c'est pas une justification, ça entraîne une élection partielle et que je risquais de donner à la droite un siège qu'elle n'a pas aujourd'hui dans la 3e circonscription de la Gironde. Vous pensez que c'est audible?
Non, je suis peut-être pas audible et je fais amende honorable, mais la situation est telle que pour l'instant, je ne peux pas m'en aller. C'était une question d'ailleurs qui était posée sur Twitter par Christophe Rossignol, que vous connaissez bien, qui est conseiller régional du centre, membre du Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Donc c'est bien la preuve que même dans votre parti, cette attitude a choqué. Vous avez été le seul candidat d'Europe Écologie Les Verts, en tout cas écolo, à faire plus de 5% à la présidentielle. On vous le rappelle souvent. Est-ce que parfois ça vous donne des envies d'y retourner? Parce que c'est la seule bataille qui permet de changer les choses. Je vous répondrai que ça me désole de rester 12 ans après celui qui a fait le meilleur score. J'aurais espéré que les écologistes dépassent le score que j'avais réalisé en 2002. Ce score de 5%, d'ailleurs, il n'a servi à rien finalement, puisque j'ai fait 5% dans le cadre de la défaite de la gauche. Admettons que la gauche aurait gagné en 2002. Les 5% que j'avais réalisés à ce moment-là auraient sans doute changé la donne pour les écologistes dans une majorité. Ils auraient eu beaucoup plus de poids. Donc aujourd'hui, je pense que les conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui font que nous n'avons pas à renoncer d'avoir un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Ah bon? Je croyais que la priorité c'était l'union de la gauche, faire un barrage au Front National. Ça c'est le discours de M. Valls et de François Hollande. Et c'est là que nous touchons à la crise du présidentialisme, puisque nous avons un homme qui, parce qu'il a un projet qui est le projet d'être candidat à la présidentielle, est en train de remettre de remettre en cause l'ensemble d'une majorité en nous demandant d'aller derrière lui. Moi, je ne suis pas prêt à aller derrière François Hollande ou derrière Manuel Valls s'il n'y a pas un certain nombre de changements et s'il n'y a pas de contrat respectable et respecté entre les uns et les autres. Mais quand je vois la politique qui est menée par ce gouvernement depuis 2 ans, notamment sur la question écologique, je me dis qu'on est quand même très loin du compte. Et on est là au cœur du problème et au cœur de la crise que traversent aujourd'hui les Verts. On va y venir, on va revenir sur ce qui s'est passé, notamment hier à l'Assemblée nationale, avec cette grande réunion des écolos. Mais juste pour finir sur la présidentielle, est-ce qu'il y a un ou une personne aujourd'hui qui est en mesure de porter les couleurs d'Europe Écologie Les Verts à la présidentielle? Sans doute plusieurs, mais parmi elles, c'est vrai que Cécile Duflot me paraît la mieux placée. Donc déjà, vous êtes derrière elle pour la présidentielle? Non, c'est pas ça. Je pense que si cette hypothèse ne doit pas être évacuée, et aujourd'hui renoncer à ce que les écologistes aient un candidat au présidentiel, ils ont un candidat depuis 1974, depuis René Dumont. Alors qu'on arrête de nous dire que c'est nous qui avons fait perdre Lionel Jospin en 2002, poser la question à Jean-Pierre Chevènement, poser la question à Christiane Taubira. Nous avons un projet de société. L'autonomie de l'écologie, ce n'est pas une coquetterie, c'est aujourd'hui un élément, une composante politique qui est essentielle et qui vaut autant que ce que proposent les sociodémocrates. On en reparlera naturellement parce que ce qu'on va vous répondre à ça, c'est attention le Front National. Oui, bien sûr. On va poursuivre cette discussion. Je ne l'ignore pas, et je le dis aussi aux autres. Cécile Duflot, on vient d'en parler. Elle était l'absente de la journée. Cécile Duflot n'a pas assisté à la grande réunion des écologistes pro-Hollande organisée hier à l'Assemblée. Ses camarades tambourinent à la porte du gouvernement avec l'ambition de faire changer les choses de l'intérieur quand elle rêve de fédérer une autre gauche, un parti au bord de la rupture, François-Xavier Rigaud et Arnaud Fora. Je passe la parole à Serge Guérin. Donc Serge Guérin, qui est un membre d'Europe Écologie Les Verts, qui est sociologue et qui s'est beaucoup intéressé, qui fut sociologue. Je suis toujours sociologue, mais j'ai été exclu des Verts. Ah, t'as été exclu? Oui. Autant pour moi. Je m'y perds. C'est vrai qu'on s'y perd un peu avec les Verts. Hier, toute la galaxie écologiste, ou presque, s'était donné rendez-vous à l'Assemblée nationale pour parler d'avenir. Le parti Europe Écologie Les Verts est profondément discrédité. Nous sommes perdus dans nos divisions internes, dans nos jeux de congrès. Aujourd'hui, on ne sait pas où les écologistes veulent aller. Donc un moment de clarification qui précède sans doute un moment de refondation. L'objectif de cette réunion, c'est la création d'une confédération des différents partis écologistes, allant d'Europe Écologie Les Verts au Front démocrate de Jean-Luc Benamias, en passant par Cap 21 de l'ancienne ministre de Jacques Chirac, Corinne Lepage. En ce qui nous concerne, le Front démocrate écologique et social, nous irons jusqu'au bout de la création de cette maison commune, quelles que soient les difficultés qui puissent exister ici ou là. C'est extrêmement compliqué de gérer les Verts. Il va falloir y arriver. Il faut avoir une organisation sur laquelle on peut compter et qui soutient le gouvernement. C'est la question qui fâche les membres d'Europe Écologie Les Verts,
Peuvent-ils accepter ou non un retour dans le gouvernement de Manuel Valls ? La participation gouvernementale n'est pas un tabou, mais ce n'est pas non plus un totem. Et je le redis, ce n'est ni un tabou ni un totem. Vive l'écologie, vive Europe Écologie! À l'issue de cette réunion, aucune décision prise, aucun engagement sur cette future maison commune des écologistes. Mais une photo de famille pour la presse, où l'absence de Cécile Duflot passe difficilement inaperçue. Vas-y, jette ton vélo par terre. Et ton écharpe aux couleurs de l'UDI. C'est surprenant, mais elle n'a pas été invitée. Comment ça, elle n'a pas été invitée ? Et non, ouais, c'est un peu dommage pour le rassemblement. Bon, après, c'est aussi le week-end de Pâques. On a peut-être autre chose à faire que de perdre son temps dans des chamailleries. Cet énième conflit au sein d'Europe Écologie Les Verts ne risque pas d'améliorer l'image du parti. Selon un sondage paru ce matin, 63% des Français en ont une mauvaise opinion. Il fallait tout ça pour rentrer au gouvernement ? Ou est-ce qu'on est dans le jeu de la poêle à frire dont vous nous parliez tout à l'heure ? Oui, c'est un peu ça, oui, c'est un après-midi de dupe en quelque sorte. Ça ressemble à une... Parce que je les connais pratiquement tous. Je les ai connus chez Les Verts, je les ai connus à Europe Écologie, à Génération Écologie, pardon, puis après à Europe Écologie Les Verts. Ça ressemble beaucoup à une convocation de réservistes de la politique. Tout ça est assez accablant. Et que 63% de Français aujourd'hui disent qu'ils ont une très mauvaise image de nous, ça ne m'étonne pas. C'est-à-dire qu'il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une sorte de déconnexion entre les élites écologistes et puis la base qui attend autre chose de nous. Je pense que ce qui s'est passé hier après-midi, il y avait cette réunion hier après-midi à la salle Colbert à l'Assemblée nationale et dans le même temps, au Sable d'Olonne, il y avait une très grosse manifestation contre une ferme-usine à cochons, au Poiroux très exactement. Bien, j'aurais préféré que tout cela se rende à cette manifestation parce que c'est là que ça se passe, c'est là qu'on est en train de tordre le cou à l'écologie, à ce que l'on prétend. Vous leur reprochez de ne pas être sur le terrain, vous n'y êtes pas toujours. Il y a de la place pour la politique, politicienne oui, parfois, et puis de la place pour l'activisme. On ne construit pas le rassemblement sur la scission. Mais là, vous avez, ce qu'on nous a présenté, c'est une famille écolo, progressiste, humaniste, rassembler l'avenir de l'écologie. Alors parce que nous serions quoi ? Des gauchistes, des imbéciles, des autoritaires, des bonapartistes ? Tout ça n'a pas de sens. On a mis tellement de temps depuis la création du Parti Vert en 1984 pour constituer une formation politique qui soit apte à entrer dans les institutions du sol au plafond des mairies jusqu'au gouvernement, que l'on ne va pas casser cela aujourd'hui. Je pense que nous avons intérêt effectivement à nous rassembler. Moi, je suis le premier à le demander. Mais si ça se fait entre apparatchiks, ça ne peut pas fonctionner. Comment ça se termine, cette histoire ? Cette histoire, comment elle va se terminer ? En impasse. Pour qui ? Pour vous ? Pour eux ? Pour eux, mais le parti, il existe, Europe Écologie Les Verts. Vous avez vu sur ces images qui étaient très révélatrices le malaise qu'éprouvait Emmanuel Cos à se trouver au milieu de tout ce petit monde. Elle ne pouvait pas faire autrement. Elle est la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Donc, elle aurait, si elle n'y avait pas assisté, on l'aurait accusée de tous les maux. Je crois savoir qu'elle a d'ailleurs tenu un discours qui n'était pas exactement celui de ses camarades. Mais qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les gens qui nous regardent, qui suivent ce feuilleton depuis des semaines ? Il va exploser le parti ? Il va se passer que ces gens-là contribuent encore un peu plus. On va faire un autre sondage dans 15 jours ou dans 3 semaines. Là, ça ne sera pas 63% de Français, mais 75% de Français qui auront une mauvaise image de l'écologie. Bon, donc ça ne changera rien, ce sera toujours une mauvaise image. Ils vont partir, vous allez partir, qui va partir ? Mais non, ils ne partiront pas parce que tout ça s'est organisé pour que quelques-uns possèdent des Marocains. Ça ressemble quand même à des pantins qui sont agités par un pouvoir en sous-main qui est à l'Élysée, qui s'amuse. C'est pour ça que j'ai parlé de la poêle à frire tout à l'heure dans le reportage. Parce que Hollande, il va continuer. Il n'a aucune raison de s'arrêter puisque ça marche. Donc plus il divisera les écologistes, plus il aura de chance d'être le seul candidat aux élections présidentielles de 2017. Et encore une fois, il indexe la politique et l'ensemble de la gauche sur ses objectifs. Et ça, c'est un grave défaut du système présidentiel. Je vous repose la question autrement et puis après on passe à autre chose. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, alors on se parle qu'Europe Écologie Les Verts est menacée d'explosion, de scission ? Non. Tout ce petit monde va se retrouver ? Europe Écologie Les Verts n'est pas menacée de scission. Je crois avoir entendu l'un des leurs, Jean-Vincent Placé, nous expliquer qu'il était prêt à entrer au gouvernement même s'il n'avait pas l'accord du parti. Voilà, ça sent quand même à plein nez le débauchage et les parcours personnels.
tout ça n'est pas à la hauteur de ce que doit apporter l'écologie aujourd'hui face à la crise écologique et à la crise sociale que nous traversons. Et c'est le problème. C'est, au fond, est-ce qu'un jour, Europe Écologie Les Verts a été à la hauteur des enjeux du climat? Parce que celui qui va faire de l'écologie cette année, il s'appelle François Hollande. Il va organiser la grande conférence climat et on va entendre parler que de ça, que d'écologie. Mais c'est François Hollande qui va le porter. C'est pas parce qu'on organise la conférence climat, qu'on en est le lieu d'accueil au Bourget, que pour autant on mène des politiques écologiques qui soient respectables. Ça, c'est la devanture. Mais il faut aller au-delà de la devanture et voir ce qui est conduit comme politique écologique par ce gouvernement. Alors je ne dis pas que c'est encéphalogramme plat, mais je dis, comme on nous écrivait à l'école quand on recevait nos carnets de notes, peut beaucoup mieux faire. Alors donc, la loi de transition énergétique, la loi biodiversité... La loi de transition énergétique, vous savez ce qu'elle est devenue quand même. Elle a été quand même complètement démantelée par le Sénat. Donc, en commission mixte paritaire, il n'y a pas eu d'accord. On va revenir en deuxième lecture, sans doute au mois de mai ou au mois de juin, j'espère en tout cas, sur cette loi de transition énergétique, en espérant qu'on ne partira pas du texte du Sénat, mais du texte de l'Assemblée, parce que le texte du Sénat, c'est un démantèlement total. Il y a encore un engagement sur la baisse de la part du nucléaire dans la production d'électricité. Oui, c'est un engagement. C'est un engagement, mais qui est accompagné quand même d'un certain nombre de restrictions. C'est-à-dire qu'en fait, tout dépend de l'exploitant, c'est-à-dire d'EDF. Et si cette loi sur la transition énergétique avait été une loi qui donnait la primauté aux politiques sur sa politique énergétique, car en fait c'est de cela qu'il s'agit, aurait disparu cette disposition, laissant à EDF le choix, par exemple, du réacteur qu'il va fermer. Donc ça veut dire que vous n'avez pas très confiance dans la manière dont le gouvernement défend l'écologie. Parce que cette loi de transition énergétique, ce n'est pas une loi de programmation, c'est une loi d'orientation. On attendait quand même beaucoup mieux d'un gouvernement auquel participaient jusqu'à maintenant les écologistes. Alors justement, est-ce que le meilleur moyen de faire bouger les choses, c'est pas d'y retourner dans ce gouvernement et de dire allez, on prend un grand ministère, on fait bouger les lignes, peu importe les questions de politique politicienne? Et moi je vais vous dire, j'ai très envie qu'on revienne au gouvernement. Je pense qu'il serait nécessaire que l'on revienne au gouvernement. Mais dans quelles conditions et pourquoi faire? Est-ce que c'est pour faire tapisserie ou pour servir d'alibi écolo à un gouvernement qui ne l'est pas? Regardez ce qui s'est passé avec les ministres de l'écologie. On aurait dû être alertés d'ailleurs. Quelques mois à peine après que ce gouvernement a été mis en place, Madame Nicole Bricq a été obligée de démissionner. Elle est partie du ministère de l'écologie. Elle a été démissionnée parce qu'elle refusait l'exploration et l'exploitation d'hydrocarbures au large de la Guyane. Première défaite contre un lobby pétrolier. Et puis après, il y en a eu beaucoup. Après, vous avez eu Delphine Batho qui est partie parce qu'on baissait le budget du ministère de l'écologie, alors qu'on prétend entrer dans la transition énergétique. Après, ça a été Philippe Martin, qui a cru, lui aussi, qu'il pourrait avoir un rôle. Mais en fait, un ministre de l'écologie dans un gouvernement qui n'est pas écologiste, eh bien, ça a peu de marge. Eh bien, c'est aussi faire le compromis. Denis Baupin, un de vos camarades député de Paris, il a eu cette phrase, le compromis, ce n'est pas sale. Au fond, pour faire avancer les sujets, parfois, il faut faire des concessions, il faut composer d'une certaine manière. Mais j'entends très bien ce que dit Denis. Je suis d'autant plus d'accord avec lui que cela fait 25 ans que je suis maire de Bègles. Vous imaginez qu'on reste 25 ans maire avec une équipe de 28 personnes sans passer des compromis? Alors que les trois composantes de ma majorité, ce sont des socialistes, des écologistes et de la société civile. Mais on passe des compromis avec ceux qui... un compromis, c'est un compromis où les deux forces sont équilibrées. Alors, qu'est-ce que vous dites au cuisinier de l'Élysée? Qu'est-ce que vous lui dites? Au fond, il faut aujourd'hui, en tout cas ça fait partie des priorités qui sont posées à l'exécutif, il faut rassembler la gauche. On voit bien que le président de la République et le Premier ministre ont commencé à faire des annonces, notamment en matière d'investissement privé et public. Qu'est-ce que vous lui demandez? Non, alors sur les investissements privés et publics, ils ont lancé l'affaire qu'ils doivent confirmer ce mercredi, je crois. Mais je n'ai rien entendu sur les investissements en matière d'efficacité énergétique. Il y a eu récemment dans la presse de l'après-midi, dans Le Monde, une interview du commissaire chargé du climat et de l'énergie. Et le journaliste du Monde, Stéphane Foucard, qui connaît très bien ces dossiers, lui disait « Mais il y a une société d'études qui explique qu'il faudrait quintupler nos investissements en matière d'efficacité énergétique. » Est-ce que vous avez entendu le Premier ministre et le Président de la République nous parler d'investissements en direction de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie, de la transition énergétique? Non. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il y a ce sondage, et que ce sondage, il l'a vu, le Président de la République. Alors, quel est le problème qui vous paraît le plus important aujourd'hui pour la France? En un, ça ne va pas vous surprendre. L'emploi, pouvoir d'achat, dette et déficit public, retraite, sécurité des personnes et des biens, éducation et recherche.
3%. L'environnement. Voilà son sujet, François Hollande. Oui, mais ça c'est un sondage avec les questions qui sont formulées d'une certaine manière. Alors, associons l'emploi et l'environnement. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Allez-y. Un exemple dans la région Nord-Pas-de-Calais, pour vous montrer que les écologistes, ce n'est pas là que pour protester, que pour refuser, ça construit. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, isolation de 100 000 logements, 20 000 emplois créés. En Allemagne, la politique menée en direction des énergies renouvelables, c'est 500 000 emplois qui vont être créés. Il y en a déjà 300 000 sur les 3 années qui viennent. Donc, la question de l'environnement est une question essentielle. Elle est un outil, un levier pour créer des emplois. Et je pourrais vous citer d'autres exemples. La région Rhône-Alpes qui s'est dotée d'un fonds de 10 millions d'euros. Ce n'est pas rien pour les énergies renouvelables. Tout ça, ça va créer des emplois. Et pour l'instant, le président de la République, quand on l'interroge, il est interrogé aujourd'hui dans le JDD sur, en gros, qu'est-ce qu'il va faire. Il dit, on ne change pas, on continue, on avance, on agit pour les Français. On ne change pas une équipe qui perd, il a raison, hein, sans doute, dans sa perspective. Mais s'il est là pour mener une entreprise de déconstruction de la gauche, c'est son affaire. C'est ce qu'il fait, selon vous ? Volontairement ? Mais non, c'est pas ce qu'il fait volontairement, mais il n'a qu'une obsession, c'est 2017. Donc, il ne veut pas donner l'image aux Français qu'après les 2 échecs subis aux municipales et aux départementales, il va encore changer de cap. Donc, il a raison ou pas ? Il a tort. Il a tort de rester sur le même cap. L'idée, si vous voulez, c'est ça le problème qu'on a avec la gauche traditionnelle, qu'il s'agisse d'ailleurs du Parti communiste français, d'une grande partie du Front de gauche et du Parti socialiste. Et dans ce sens, d'ailleurs, Cécile Duflot, quand elle a été interrogée par Le Monde, avait raison en disant, elle disait le logiciel de Manuel Valls est périmé. C'est pas le logiciel de Manuel Valls qui est périmé, c'est le logiciel de la gauche traditionnelle qui s'obstine à vouloir mener une politique qui correspondrait à ce qu'on connaissait durant les 30 Glorieuses. Bon, il faut savoir que la croissance des 30 Glorieuses, c'est fini, c'est structurel. Tous les experts, tous les économistes de droite... Il faut faire une croix dessus, la croissance ne reviendra pas. Elle ne reviendra pas comme elle revenait, comme elle était. Si elle revient à 3%, tout va bien. C'est ce que dit le gouvernement qui voit des signaux qui sont positifs. Le pouvoir d'achat qui a commencé à monter, 1,6%. Des prévisions de croissance pour le premier semestre 2015 qui sont à 1 point. Il n'y a pas de quoi se réjouir, mais ce sont des signaux. Personne ne va s'en plaindre, mais vous savez sur quoi c'est adossé. C'est pas adossé sur la politique menée par le président de la République et le gouvernement. C'est parce que le coût de l'énergie a baissé, l'euro a baissé, sont autant d'éléments. Mais quand le coût de l'énergie baisse, quel est le risque ? Le risque, c'est effectivement qu'on continue à exploiter de manière abusive les énergies fossiles. Si le prix du pétrole baisse, il faut justement s'engager dans des politiques d'efficacité énergétique et de décarbonisation, parce que ce qui va se passer... Ça marche pas, Samuel Lemers. Ça fait des années qu'on vous entend dire ça. Pourquoi, au fond, pourquoi ça on n'y arrive pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que dans notre pays, nous avons une gauche qui est restée très archaïque sur ces questions, qui ne partage pas du tout les mêmes notions que nous sur la croissance, sur le contenu à donner au progrès, et qui pense en fait que les écologistes, ça s'achète. Hein, les écologistes, d'ailleurs, c'est souvent le cas. Quand vous les entendez parler, oui, moi je dis qu'ils ne sont ni à acheter ni à vendre. Mais quand vous regardez le langage que tiennent les responsables socialistes de la gauche vis-à-vis des écologistes, c'est prise de guerre, trophée, etc. Ça veut dire qu'ils n'ont pas intégré notre propre logiciel de l'écologie. Ils n'ont pas compris que l'écologie... Ou que vous n'avez pas convaincu ? Alors, mais je ne suis pas, je ne m'oppose pas à ce que vous dites. Peut-être que je suis sûr que nous avons une part de responsabilité. Cette responsabilité est d'autant plus forte que vous nous avez montré ce qui s'est passé hier après-midi. Toutes ces chamailleries contribuent effectivement à déconsidérer l'écologie politique. Et les Français, finalement, aujourd'hui, ils sont orphelins de l'écologie parce qu'ils en demanderaient plus. C'est pour ça que vous avez quitté Europe Écologie Les Verts. C'est aussi pour ça. Oui, aussi pour ça. Ça ne m'empêche pas de m'exprimer et de dire que je fais partie de cette génération qui considère qu'elle doit encore jouer un rôle pour que l'écologie compte dans les politiques. Mais est-ce que vous vous dites, quel est le meilleur moyen de porter vos convictions ? Vous en avez en matière d'écologie, ça se voit depuis des années. Au fond, on voit bien qu'Europe Écologie Les Verts, ça reste une guerre de clans. Ceux qui ont essayé de faire des choses à l'extérieur, comme Nicolas Hulot avec son pacte pour l'écologie, s'est heurté aux mêmes difficultés. Quel serait aujourd'hui le bon moyen de faire avancer vos thèmes ? Est-ce que vous y réfléchissez encore ? Alors, justement, vous posez une question qui, moi, m'interpelle de manière régulière. C'est-à-dire que
la génération, on va dire, de Voynet, de Lippietz, de Mamère, tout cela, c'est une génération qui a contribué à faire infuser les idées de l'écologie dans la société française. On y a réussi, mais on ne pesait rien électoralement. Maintenant que nous pesons électoralement, en tout cas que nous avons, que nous avons une visibilité électorale, nous ne produisons plus aucune idée. Donc il y a ce problème du projet qui est absent. Et deuxième problème, c'est que si on attend de la gauche de se réformer, je pense que nous attendrons très longtemps. Et qu'en conséquence, l'écologie, c'est ce qu'on partage d'ailleurs avec Cécile Duflot et quelques autres, c'est de dire que l'écologie, elle doit être un moteur d'un rassemblement, mais d'un rassemblement de tous ceux qui aujourd'hui, dont on parlait au début de l'émission, qui aujourd'hui mènent des petites révolutions un peu partout, qui ne se reconnaissent pas dans les partis, parce qu'ils considèrent... C'est qui ? Mettez des noms. Mais c'est pas des noms, c'est des... Ah bon ? Mais non, c'est pas des individus, ce sont des groupes. Quand vous allez dans une ville... C'est ça, sa nouvelle formation politique dont elle a déjà parlé. Non, mais ce n'est pas une nouvelle formation politique, c'est essayer de se dire qu'à côté de la gauche traditionnelle, il y a des écologistes qui sont capables, mais avec une partie de la gauche, si elle-même elle est capable de faire son aggiornamento sur ces questions-là, et avec ces forces vives qui sont sur place et qui tous les jours... Regardez, je vous donne un exemple. On dit l'écologie c'est réservé aux riches, c'est les bobos, etc. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Aujourd'hui, il y a une nouvelle approche. Elle a été d'ailleurs, elle ne vient pas d'un pays totalitaire, elle vient des États-Unis qui, dans les années 70, dans le Bronx, ont inventé les jardins collectifs. Aujourd'hui, les jardins collectifs, c'est fait pour les personnes en situation les plus précaires. Et c'est aussi un outil de mélange, je dirais, de cosmopolitisme entre les gens. C'est un outil social. L'écologie, donc, est une manière de socialiser les Français. Et pour ça, il va falloir convaincre vos amis socialistes et ce n'est pas encore fait. Non, ce n'est pas encore fait, je m'en désespère. Alors, la défaite, on parle de la gauche et du Parti socialiste. La défaite est loin d'être digérée par le PS, car la perte de 25 départements est un coup dur pour l'organisation du parti, mais aussi pour ses finances. C'est réellement un plan social d'ampleur auquel est confrontée la rue de Solferino. Reportage dans le territoire de Belfort, Fabrice Hauss et Stéphane Lopez. Florian Bouquet. C'est lui le nouveau patron du département. Un cadre de l'UMP qui prend le relais du socialiste Yves Ackermann à la tête du Conseil général depuis 11 ans. Yves Ackermann, tu m'as appelé ? Bon, ça va. Hein. Qu'est-ce que tu veux anticiper le départ en retraite, quoi, ouais. Quelques heures plus tôt, au dernier étage, Yves Ackermann s'apprête à quitter son grand bureau de patron. Une défaite politique pour l'homme et un manque à gagner pour le parti. La cotisation des élus du département, c'était 60% des revenus de la Fédération socialiste. Je payais en gros 400 € par mois. Donc, vous voyez, en gros, c'est une recette de 5 000 € en moins pour la Fédération du territoire de Belfort. Moins d'argent. C'est la vie, oui. Et un plan social monumental. À Belfort, 5 élus et une dizaine de collaborateurs doivent laisser ce jeudi soir leur bureau à la nouvelle équipe. Plier bagages, presque une habitude pour Marie-Laurence, la chef de cabinet. Il y a 6 mois déjà, elle quittait son poste à la mairie socialiste de Grenoble suite à la défaite de son candidat. C'est les tout derniers dossiers, ceux que j'emmène avec moi, parce qu'à chaque fois on emmène quand même quelques dossiers. On avait les dernières cartes postales. Là, c'est que c'est fini. Grenoble, Belfort. À 30 ans, cette jeune militante subit en première ligne les défaites de son parti. On voyait bien que le contexte national était difficile, on savait qu'une élection n'était jamais gagnée d'avance, donc on peut tout à fait commencer de chercher un emploi au préalable. Là, c'est ce que j'ai fait, mais quand j'étais à la mairie de Grenoble, j'avais attendu vraiment le dernier moment pour chercher un emploi, parce que ça prend du temps, vraiment, rechercher un emploi, c'est un métier à temps complet, donc les soirs tard ou les week-ends, on n'a pas toujours l'énergie ou la motivation pour le faire. Un dernier salut à l'une des 6 rescapées socialistes des départementales. Ça y est, t'es prête ? Samia Jaber, réélue dans son canton, mais qui fait aussi ses cartons. Donc le déménagement. Elle les gardera chez elle, en attendant qu'on lui trouve un bureau, dans un étage réservé à l'opposition. De rester quand les autres partent, ben c'est toujours douloureux hein, de se séparer de ses collaborateurs. En plus des collaborateurs. Les collaborateurs de cabinet sont souvent des gens très très dévoués, donc c'est un moment un peu compliqué, difficile. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Un grand changement
dans une vieille maison qui a connu sans interruption 39 ans de pouvoir socialiste. Direction les ressources humaines pour Marie-Laurence. Ni indemnité ni préavis, une simple formalité pour passer à l'étape Pôle emploi. Votre contrat, comme c'était mentionné dans votre contrat prend fin demain avec l'élection. Voilà, avec l'élection du nouveau président. La conjoncture étant ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident, je dirais, quel que soit le poste occupé, quelle que soit la mobilité, ça dépend aussi de la mobilité de l'agent, c'est-à-dire qu'il y a des agents qui, pour des raisons personnelles, sont plus ou moins mobiles, et c'est vrai qu'on sait pertinemment que pour certains d'entre eux, ce sera quand même assez compliqué parfois de retrouver rapidement un emploi. Surtout avec une étiquette politique C'est sûr que ça peut être compliqué aujourd'hui pour pouvoir trouver de toute manière, comme n'importe quelle recherche d'emploi actuellement. Aucun dégoût de la politique pourtant chez Marie-Laurence. Elle reste militante, mais préfère pour l'instant s'orienter vers le privé. Une piste, avec une entreprise intéressée par sa connaissance des marchés publics. Enfin, un job stable, à l'abri des revers électoraux. Là, tout d'un coup, ça devient très concret, la défaite. Oui, c'est très concret, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Si vous ajoutez à la défaite des départementales celle des municipales, si mes informations sont bonnes, le Parti socialiste a perdu 333 villes de plus de 9000 habitants. Bon, avec tous les conseillers départementaux qui sont partis, des présidents et des vice-présidents, ça veut dire qu'il va falloir recaser des gens, ça veut dire qu'il y aura des plans sociaux, sans doute. Mais la conséquence politique, c'est que ce maillage dont nous parlions tout à l'heure, il va disparaître. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, faute d'avoir un appui électoral, le Parti socialiste, il s'est concentré dans un périmètre qui est le périmètre des élus. Et lui aussi, même à la base, finalement, il s'est coupé de son électorat. C'est ce que le géographe Christophe Guilly appelle la désaffiliation. Et il a raison, c'est ça le vrai sujet. Vous avez encore un maillage territorial. Vous en avez combien des militants Europe Écologie Les Verts encore ? Je suis incapable de vous dire combien il y en a parce que... Mais est-ce que c'est encore un parti? Ça veut dire encore quelque chose? Oui, mais les écologistes, c'est un petit peu différent du Parti socialiste. C'est-à-dire que des militants du Parti socialiste, les militants écologistes, pour beaucoup, ils viennent du milieu associatif. Ils tiennent à garder cet ancrage et ils sont en fait très peu enclins à s'inscrire dans un parti politique. Ils votent pour nous quand nous allons aux élections. Et contrairement à ce qui a été dit au lendemain des élections départementales, c'est pas 1,4% qui réalisent les écologistes. C'est une moyenne de 8,5 à 9%. On est dans notre étiage. Parce que vous n'étiez pas candidat partout. Oui, on était candidat en autonomie dans 557 cantons. Mais alors, et donc, si vous voulez, le problème du Parti socialiste, c'est qu'il va se concentrer là où il a des élus, c'est-à-dire dans les grandes villes, dans les métropoles, et sans doute être appelé à abandonner un peu les secteurs ruraux, ceux où justement l'extrême droite est en train de gagner. Alors, ce qu'il faut voir, et ce qui est très clair dans ce sujet, c'est que le parti politique, ce sont donc des militants, des effectifs, c'est aussi des moyens. Je fais cette transition pour arriver à la question des financements de la vie politique, ce qui va être aussi un sujet, le financement du Parti socialiste avec cette défaite. Ils vont perdre de l'argent. 10% de leur indemnité. Exactement. Et j'en viens à l'affaire Big Malion. Avec cette phrase de Thierry Solaire, qui est député UMP, il est proche de Bruno Le Maire, et il était interrogé sur... vous voyez où je viens ou pas? Vous faites les gros yeux. Non, je vois pas, non. Ah ben voilà. Le ministre de l'Intérieur a souhaité mettre fin aux fonctions de Guillaume Lambert. Il est préfet. Il a été mis en examen dans l'affaire Big Malion pour faux et usage de faux, escroquerie, recel d'abus de confiance. Et donc Thierry Solaire, député UMP, dit ça n'est pas du tout son rôle de se mêler de cette affaire-là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Guillaume Lambert, si je suis bien informé, il est représentant de l'État. C'est en tout cas ce qu'est un préfet. Donc s'il est représentant de l'État, il ne peut pas être entaché de quelque soupçon que ce soit. Il est présumé innocent, mais il est mis en examen. Et donc je pense que le ministre de l'Intérieur, qui est son ministre de tutelle, a eu tout à fait raison de le démettre de ses fonctions. Donc c'est la mise en examen, mais je veux dire, vous dites c'est la présomption d'innocence, mais la mise en examen vaut condamnation pour vous. Mais écoutez, c'est une jurisprudence que l'on peut appliquer ou pas. La jurisprudence qui a été voulue par ce gouvernement, elle l'a appliquée à tous ses ministres, c'est lorsque vous êtes mis en examen, vous démissionnez. C'est valable pour les représentants de l'État. Allez, on passe à votre livre, Contre Zemmour. Claude Veil l'a lu. Très bien, je le félicite, je le remercie. Oui, bien sûr, ça m'intéresse beaucoup. Je n'aurais pas l'outrecuidance, je vais dire que vous faites partie des millions de gens qui se livrent, ce qui n'est pas vrai. Et pourtant, ils ont tort parce que c'est un très bon petit livre. Donc ça s'appelle Contre Zemmour, réponse au suicide français. C'est véritablement une réponse, en effet, à la pensée Zemmour, qui fait, d'une certaine façon, l'air du temps. Et vous analysez très bien, de façon très tonique et très, très vigoureuse,
en quoi cette idéologie est une forme de passéisme, au fond, la nostalgie d'un âge d'or qui n'a jamais existé et la tentation d'un retour en arrière. Et je tombe sur cette phrase qui m'a beaucoup troublé. Pour résumer, vous dites « Il joue de l'angoisse de populations apeurées face aux mutations non maîtrisées de ce qui leur apparaît comme une tyrannie technologique. » Et j'ai lu ça et je me suis dit, mais au fond, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette phrase pratiquement mot pour mot aux écologistes? Parce qu'au fond, vous êtes un parti très largement qui met en garde contre les dangers de la science et de la technique. Vous êtes contre le nucléaire, contre les nanotechnologies, contre les OGM, contre l'avion et la voiture parce que ça provoque le réchauffement climatique. Vous êtes contre les aéroports, contre les barrages, contre l'agriculture productiviste. Est-ce que cette vision d'une société, cette vision catastrophiste, cet éco-catastrophisme que certains ont dénoncé, cette vision d'une apocalypse technologique et scientifique qui se profilerait à l'horizon de l'humanité, est-ce que ça n'a pas contribué beaucoup à la détestation ou à la peur de la modernité qui hante nos contemporains? Et est-ce que ça n'a pas contribué encore plus à ruiner, au fond, l'idéologie du progrès qui était la religion de la République? Alors, quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre Pascal Bruckner qui a écrit un certain... Mais j'ai beaucoup d'auteurs qui m'intéressent. Je pose la question. D'abord, nous ne sommes pas contre tout, et vous faites un résumé qui me semble un peu caricatural des oppositions qui sont les nôtres à un certain nombre de dossiers. Si nous sommes contre les organismes génétiquement manipulés, c'est parce que nous sommes contre ceux qui veulent cartéliser l'agriculture mondiale et la soumettre à leurs exigences. C'est la société Monsanto qui vient d'ailleurs juste d'accepter, d'ailleurs en traînant des pieds, le fait que l'OMS a classé le glyphosate, pas l'OMS, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, le glyphosate, c'est le Roundup, ce qu'emploient tous les jardiniers du monde, qui a été utilisé, qui était un succès d'année de ce que Monsanto utilisait pendant la guerre du Vietnam, et qui aujourd'hui est reconnu comme cancérogène. Cette société, elle a inventé les OGM pour que justement le maïs puisse résister aux pesticides. Est-ce que nous allons accepter la mainmise de grands groupes multinationaux, de grands semenciers comme Syngenta, Monsanto, Pioneer et d'autres, sans protester et sans défendre l'agriculture paysanne? Ce n'est pas du tout du passéisme, c'est maintenir une qualité d'abord de ce que l'on produit, de ce qui arrive dans notre assiette, et c'est dire, c'est pas aux semenciers, c'est pas aux grands lobbies de prendre les champs de nos paysans pour des paillasses de laboratoire. Vous dites qu'on est contre les barrages, nous ne sommes pas contre les barrages. Ah si. Mais non. Partout sur la planète, les écologistes mènent une croisade contre les barrages. Alors, vous n'avez pas de mémoire parce que quand il y a eu les grandes manifestations contre l'EPALA qui étaient dirigées par Jean Royer qui voulait canaliser la Loire avec des barrages, ce sont les combats des écologistes et de la société civile qui l'ont emporté. Il y a eu moins de barrages et aujourd'hui, quand il y a des grandes inondations, c'est tout à fait possible de procéder à une expansion des eaux qui est beaucoup moins dangereuse que les barrages. Là, je vois Sivins. Mais Sivins, on n'était pas contre... C'est pas le fait d'être contre un barrage. C'est double. J'allais dire même, il y a trois entrées. La première, un conseil général qui est sous la main de la FNSEA. Parlons de la FNSEA. La FNSEA, elle est dirigée par M. Xavier Belin, qui est le patron de Sophie Protéol, qui a la main mise sur l'ensemble des oléagineux, sur l'ensemble des huiles. Il est le patron de Le Sieur, il est le patron de Sanders. C'est lui qui est derrière les fermes-usines. La manifestation qui a eu lieu hier... Les fermes-usines, c'est l'abomination de la désolation. Bien sûr que les fermes-usines, oui, la ferme des 1000 vaches, les fermes de cochons, les fermes de volailles, c'est pas exactement... Il y a beaucoup de gens qui pensent au contraire que pour nourrir correctement une population de 9 milliards d'habitants, il faut développer une agriculture productiviste. Non, il ne faut pas développer une agriculture productiviste. Il faut développer une agriculture qui soit vivrière pour ceux qui sont sur place, parce que je vous rappelle aujourd'hui que même les paysans des pays du Sud n'arrivent pas à se nourrir, parce que bien souvent, on favorise des cultures d'exportation. Par exemple, la société de M. Belin, qui est spécialisée, qui bénéficie d'ailleurs des avantages fiscaux sur le diester, qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter des terres, ça s'appelle l'accaparement des terres, dans des pays du Sud, là où il y avait des petits paysans, pour y faire de l'huile de palme et pour y exploiter ces huiles qui vont servir à entrer dans la composition des cheveux. Non, je dis simplement qu'aujourd'hui, le vrai ministre de l'Agriculture, c'est pas celui qu'on croit, c'est le patron de la FNSEA. Ça a toujours été, puisque tous les anciens syndicalistes de la FNSEA sont devenus ministres de l'Agriculture, comme M. De Baptiste, par exemple, ou M. François Guillaume. Mais De Baptiste a modernisé l'agriculture française. Mais sur Sivins, Claude Veil, juste sur Sivins, je veux terminer sur Sivins. Sur Sivins, on veut nous faire un barrage de 1,5 million de mètres cubes, uniquement pour nourrir et pour permettre à 40 maïsiculteurs
de pouvoir exploiter, de pouvoir favoriser leur exploitation. Là encore, c'est gaspiller une ressource en eau qui devient de plus en plus rare. Vous avez sans doute vu cette information selon laquelle en Californie maintenant on réduit drastiquement et autoritairement la consommation de l'eau de 25% parce qu'il n'y a plus assez d'eau. Donc il y avait d'autres possibilités, c'est ce qu'ont montré les experts. Et puis Sivins, il y en aura d'autres, parce que tant que les enquêtes d'utilité publique seront menées de cette manière, c'est-à-dire sans l'avis des citoyens, sans l'avis des usagers, on continuera à avoir des occupations. Vous connaissez mieux que moi le monde écologiste. Sur la technique, pardonnez-moi, je suis un disciple des LUL. Donc effectivement, quand la technique s'autonomise, c'est-à-dire quand la technique n'est pas contrôlée démocratiquement, elle peut se retourner contre nous. Voyez par exemple le clonage humain. Donc il y a des limites. On n'est pas contre les nanotechnologies. On dit que les nanotechnologies, elles sont employées aujourd'hui sans aucun recul. Alors revenons, Éric Vous avez lu comme moi... Mais attendez, vous avez lu comme moi quand même ce que disent aujourd'hui un certain nombre de scientifiques sur ces particules plus que fines. Je ne parle pas des particules de diesel. Sur ces particules ultra fines des nanotechnologies qui entrent dans nos poumons et dont on ne connaît pas les conséquences. Donc il faut prendre le recul, c'est tout ce que nous disons. Reconnaissez, vous connaissez mieux que moi le monde écologiste, que quelquefois quand on donne des réunions d'écologistes, on a un peu l'impression qu'on est là aussi dans le parti du c'était mieux avant et que certains d'entre eux, au fond, au XIXe siècle, auraient été contre le train parce que ça fait tourner le lait des vaches. Mais il y a toujours eu ça. Est-ce que vous pensez... Il y a toujours eu ça, oui, mais vous ne pouvez pas dire que c'est ce que nous produisons comme idée et que c'est le discours que nous formulons aujourd'hui. Non, mais l'idée de progrès, c'est l'idée que la science et la technique avancent en résorbant leurs problèmes. C'est-à-dire que des difficultés créées par la technique et la science se résoudront par plus de science. Mais ça, c'est votre idée. Ça, c'est l'idéologie du progrès. Non, c'est ça l'idéologie du progrès. Vous voyez, je ne vais pas vous faire injure, mais ça, là, on est au cœur du problème culturel que nous avons avec une grande partie de la gauche. Vous êtes un journaliste dans un journal de gauche, et qui devient un problème politique. Non, ce n'est pas la science qui peut réparer les dégâts de la science. Bien sûr qu'elle peut le faire, mais ce n'est pas en se jetant pieds et poings liés dans les bienfaits de la science qu'on arrivera à le faire. Ça, c'est ce que la Boétie appelait la servitude volontaire. Moi, je ne crois pas aux thèses du transhumanisme, ceux qui nous font croire que demain, grâce aux nanotechnologies, aux biotechnologies, aux sciences cognitives et aux TIC, la convergence entre tout ça, on fera l'homme augmenté. Ça, c'est la technique, si vous voulez, qui ne subit aucun contrôle. Donc, il faut que ce soit compatible avec la... Est-ce que vous pensez que demain sera meilleur qu'aujourd'hui ? Bien sûr que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, évidemment. Est-ce que vous pensez, ça c'est un bon critère, que globalement, la science et les techniques préparent un monde meilleur ou un monde pire ? Elles préparent un monde meilleur si on les contrôle démocratiquement. Voilà, c'est tout. Quand je vois, par exemple, comment, grâce au numérique, on est en train de nous quadriller dans tous les aspects de notre vie, quand je vois même d'ailleurs sur la loi renseignement comment on peut se servir de cela pour mieux attenter à nos libertés et à notre liberté privée, eh bien, je me dis que ce que vous dites, Manuel Mamère, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on vient de subir un attentat qui a remué le pays, et vous dites la loi renseignement. Non, je ne dis pas qu'il faut pas renforcer les moyens du renseignement. D'ailleurs, les révélations qui viennent d'être faites sur les frères Kouachi montrent que ce n'était pas un problème de technique, c'était un problème humain. C'est-à-dire des défaillances dans le suivi des renseignements. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc il ne faut pas, au nom de la défense des libertés, porter atteinte à nos libertés. Mais je ne crois pas, et ça c'est une grande différence entre la gauche traditionnelle, que l'on qualifie de productiviste et nous... Moi je dirais positiviste. Oui, moi c'est le progrès, c'est quand il est compatible avec le progrès humain. Quand il est compatible avec le progrès humain. Et il y a des techniques qui ne sont pas contrôlées aujourd'hui et qui sont une manière d'avilir la liberté humaine. Non, j'ai pas d'autre. Ah mais non, moi je croyais que vous aviez une autre question sur le Front National. Mais non, mais elle viendra plus tard. On va passer aux photos d'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. Le pape, il a dénoncé la vous me regardez encore avec des gros yeux quand je dis le pape, c'est pas grave, je vous assure, c'est Pâques. Le pape dénonce la persécution des chrétiens d'Orient dans l'indifférence. Il a raison. Il a raison. Il a raison, bien sûr. Mais il y a d'autres religions et d'autres populations qui sont aujourd'hui massacrées dans la plus grande indifférence. Est-ce que vous avez vu beaucoup de reportages et beaucoup d'émotions autour des 147 étudiants qui ont été assassinés par les Shebabs au Kenya et tous ceux dont on ne parle pas? Aujourd'hui, le camp de Yarmouk, qui est un camp de réfugiés en Syrie, a été abandonné aux mains de l'État islamique. Les chrétiens, d'une manière générale, c'est ça que vous voulez dire?
Non, ou les massacres d'une manière générale. Mais il n'y a pas que les chrétiens d'Orient qui sont massacrés, il y a aussi des musulmans qui sont les victimes, les premières victimes de l'État islamique qui se déclarent musulmans et sunnites. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans le débat, guerre de religion. Absolument. C'est ça, absolument. D'ailleurs, vous avez une très bonne illustration avec l'histoire de l'affiche dans le métro de la RATP. Pour aider les chrétiens d'Orient. Moi, je suis pour que cette affiche, elle demeure avec soutien aux chrétiens d'Orient, mais s'il doit y avoir une affiche qui dise soutien aux musulmans massacrés, je serai... Il faudrait le faire aussi. C'est une conception de la laïcité qui permet la visibilité des religions. Alors, je n'oublie pas que vous avez été journaliste. Radio France, Mathieu Gallet, confronté à l'une des plus graves crises de la Maison Ronde, comme on dit, 18 jours de grève. Est-ce que c'est lui le problème ? Je ne suis pas sûr que ce soit Mathieu Gallet le problème. Le problème, c'est celui qu'on n'arrive pas à résoudre depuis des décennies. C'est la question de l'indépendance. Puisqu'on a mis en place le CSA qui a le pouvoir de nommer, entre autres Mathieu Gallet, mais les ressources, ce n'est pas le CSA qui les donne, c'est l'État. Et l'État a prévu pour Radio France une baisse de 87 millions d'euros sur 3 ans dans le contrat d'objectifs et moyens. Donc on ne peut pas d'un côté montrer du doigt Mathieu Gallet, qui a sans doute aussi des défauts et qui apparemment a des problèmes de ressources humaines, et puis et de l'autre côté réduire la voilure. En plus, alors réduire la voilure, est-ce qu'il faudrait vendre la Maison Ronde ? Ça coûte très cher, il y a eu des travaux très lourds. D'abord, c'est pas vrai de dire que Radio France accuse un déficit extrême. Elle est en déficit, c'est clair, mais c'est quand même la radio publique la plus écoutée d'Europe. La plus écoutée d'Europe. C'est la radio publique la plus écoutée d'Europe, c'est elle qui a le plus de compétences et le plus de qualité. Donc il faut arrêter de mener des politiques comptables. Et il faut dire à l'État et aux Français, est-ce que vous voulez un vrai service public de la radio et de la télévision ? Oui, mais est-ce qu'au moment où tout le monde fait des efforts, est-ce que vous pensez qu'on peut dire aussi à une partie de... Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais voilà, c'est pas une politique comptable que l'on doit mener avec ce genre d'outils culturels très importants. Et d'autre part, si on veut avoir un grand service public de la radio et de la télévision, alors il faut augmenter la redevance et la mettre au même niveau que l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et est-ce qu'il faudrait clarifier les rapports entre le politique et les chaînes de services publics d'une manière générale, que ce soit Radio France, que ce soit France Télé, sur la question des nominations? C'est toujours un enjeu de pouvoir, de crispation. C'est toujours un enjeu de pouvoir, donc c'est sans doute la composition du CSA qu'il faut peut-être revoir et son véritable statut. Pour changer quoi ? Pour changer peut-être son mode de désignation, puisqu'il y a des représentants du président de l'Assemblée, du président du Sénat, et je ne suis pas sûr que... Ce que je constate, c'est qu'après la haute autorité, après la CNCL, maintenant le CSA, on est toujours confronté au même problème. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, soi-disant, Sarkozy avait dit on n'a plus besoin du CSA, c'est moi qui nomme, c'était plus facile. Allez, une dernière image, Ségolène Royal. 1 an au ministère de l'écologie. Est-ce qu'elle a un bon bilan ? Je vous répondrai exactement ce que je vous ai dit pour les autres ministres de l'écologie, c'est-à-dire que le bilan ne dépend pas d'elle. Alors elle essaie d'améliorer ce qu'il y a dans la vitrine, mais dans le fonds de commerce, il n'y a pas grand-chose. On va passer aux questions des téléspectateurs. On dit que les écologistes sont comme des pastèques, vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Qu'en pensez-vous ? Ça, c'est ce que disait Le Pen. On mérite mieux que ce qualificatif. Rouge à l'intérieur, c'était ça l'idée. Vous avez pu constater qu'au cours de notre entretien, je ne suis pas tout à fait rouge. Je suis vraiment vert, dehors et dedans. Je suis profondément écolo, mais je ne vote pas pour eux, car je suis de gauche. Il ne devrait pas y avoir de parti spécifique. J'entends ce qui est dit. C'est d'ailleurs la personne qui a envoyé ce SMS n'est sans doute pas la seule à partager cet avis. Mais oui, bien sûr qu'il faut un parti. Pourquoi il faut un parti ? Parce que les politiques publiques, elles sont menées, elles sont conduites et régulées par des partis politiques. Donc si vous êtes à l'extérieur, eh bien vous ne pouvez pas agir. Pourtant, vous l'avez quitté ce parti. Oui, j'ai quitté ce parti. Mais ce n'est pas parce que j'ai quitté ce parti que pour autant je ne crois pas à l'efficacité des partis politiques. Mais pourquoi l'écologie ne concernerait que la gauche ? Je suis de droite et je suis aussi écolo. Alors là, la réponse pour moi, elle est claire. D'ailleurs, elle a été fixée, elle a été... résolue en 1993 par Dominique Voynet face à Antoine Wechter, qui prenait ni droite ni gauche. Bon, franchement, la droite, ce que défend la droite, c'est les acquis. On le sait, la droite, c'est les valeurs qui sont défendues par la droite sont des valeurs plutôt conservatrices. Les valeurs de l'écologie sont des valeurs plutôt progressistes. Vous êtes en train d'essayer de nous expliquer qu'on ne peut pas être de droite et écolo.
Non, je ne pense pas. Non, parce que les ouais. valeurs de partage, de tolérance, d'égalité des droits, vous avez vu, quand j'ai marié 2 hommes à Bègle, c'est pas la gauche qui a protesté, c'est plutôt la droite. Et c'est plutôt la droite qui était dans les manifs. Vous n'êtes pas dans la caricature, pour tous. Non, je pense qu'il y a des gens de droite qui doivent se dire, mais moi je suis pour le mariage pour tous, je suis écolo, je suis pas... Et bien sûr qu'il y a des gens de droite qui sont pour le mariage pour tous, mais le mariage pour tous, c'est qu'un des aspects. Quand, par exemple, vous défendez la légalisation contrôlée du cannabis, vous n'avez pas beaucoup de gens à droite, et pas non plus beaucoup d'ailleurs à Jean-Louis gauche. Borloo, il est écolo? Jean-Louis Borloo, il a une inclination écolo, on va dire. Bon, allez. Europe Écologie Les Verts est en ruine. Pourquoi ne fonderiez-vous pas un nouveau parti écologiste? Chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai créé avec Brice Lalonde, Haroun Tazieff et Jean-Louis Borloo en 1990 Génération Écologie. C'est fini. En tout cas, pour ce qui me concerne, je ne recommencerai pas. Et je pense que nous avons raté le coche, en fait, quand Dany et un certain nombre d'entre nous avons poussé les Verts à se dépasser en créant Europe Écologie Les Verts et en allant chercher des José Bové, des Eva Joly, des Yannick Jadot, des Jean-Paul Bessé. C'était pas une erreur. C'était au contraire, la coopérative, c'était une idée géniale. Mais elle a été tuée par l'appareil des Verts. Ségolène Royal réfute l'idée d'une écologie punitive. Peut-on en faire l'économie? Mais l'écologie n'est pas punitive, c'est justement tout le contraire. Et c'est démontré que, par exemple, si le président de la République avait suivi les conseils de Thomas Piketty et de quelques autres, il aurait engagé dès le début de son mandat la grande réforme fiscale qu'il annonçait, qui aurait inclus la fiscalité écologique. Et on sera aperçu que la fiscalité écologique, c'est pas punitif, mais c'est redistributif. À un moment donné, quand on veut plus de diesel, il faut taxer le diesel, ou il faut interdire les voitures qui roulent au diesel. Donc à un moment donné où c'est des... Mais le diesel, on dit qu'il faut... Mais de la même manière que nous disons qu'il faut abandonner le diesel progressivement, nous le disons pareillement pour le nucléaire. On ne dit pas qu'il faut quitter le nucléaire demain matin. Mais on dépense 8 milliards d'euros par an pour favoriser le diesel. La France est le seul pays au monde à construire plus d'1 voiture sur 2 au diesel. Il va bien falloir sortir de ça, puisque l'OMS déclare le diesel et les particules fines comme cancérogènes. Avez-vous, comme le Premier ministre, peur de la montée du Front National? Non, je n'ai pas peur de la montée du Front National, parce que avoir peur, c'est déjà se soumettre. Et donc, la montée de l'extrême droite, elle est effectivement... elle n'est pas inéluctable. Elle peut être combattue, mais ce n'est pas en hystérisant et en diabolisant l'extrême droite qu'on y parviendra. Là, vous parlez à Manuel Valls. Oui, bien sûr. C'est en démontant son discours, en démontant son idéologie, en démontant ses propositions. Et ne pas faire passer les Français qui aujourd'hui votent pour le Front National pour des racistes ou pour des xénophobes. Ce sont des gens qui n'ont plus de référence dans les partis politiques et qui se réfugient qui dans l'abstention ou qui dans le vote d'extrême droite. C'est cela qu'il faut aller reconquérir, mais pas en diabolisant le discours de la PME Le Pen. Pensez-vous que, comme Mitterrand a éteint le PC, Hollande va éteindre les Verts? C'est peut-être le pari qu'il fait. Sauf que le Parti communiste français, quand il a été éteint par François Mitterrand, venait d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Nous ne venons pas de l'histoire du totalitarisme, mais au contraire de tout ce qui est post-68 heures, c'est-à-dire la libération. Il est écolo, François Hollande? Non, pas du tout. Mais on n'a pas besoin d'un écolo pour passer des accords avec lui. Quelle est votre position sur la légalisation du cannabis? Eh bien, la légalisation contrôlée du cannabis, figurez-vous que c'est moi qui, au nom des Verts, en 2002, l'a proposé. J'avais été vilipendé à l'époque. J'ai constaté avec plaisir que Daniel Vaillant, 10 ans plus tard, proposait la même chose. Vous voyez qu'on peut avoir tort d'avoir raison trop tôt. Merci beaucoup, Noël Mamère, d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain pour C'est dans l'air à 17h50. Je vous souhaite une très belle soirée sur France 5.